Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Vous nous recevez sur les chaînes de télévision Africable et Bonferré, mesdames et messieurs. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Agri-Challenge, votre magazine consacré à l'entrepreneuriat agricole et au développement durable. A tout de suite pour les titres de ce numéro. Agri-Challenge. Au Niger, l'importation des produits agroalimentaires s'estimait à 24,6% en 2018. Le riz, le lait, l'huile, ces trois produits de base sont fortement importés. Pourtant, le Niger est un producteur de ces produits alimentaires. Quelles sont les causes de cette forte importation? Comment réduire le taux d'importation et atteindre l'objectif zéro importation du riz d'ici 2023? Entre autres questions abordées dans notre première rubrique reportage. Dans la deuxième partie de votre émission, toujours dans la rubrique reportage, nous allons évoquer la question d'inondation au Niger. Pour rappel, l'année 2020 a été frappée par des grandes pluies causant de graves inondations. La digue de Lamordé qui s'étend du premier au deuxième pont sur le fleuve et plusieurs aménagements hydro-agricoles ont cédé sous l'emprise de la pression d'eau. Dans cette optique, les travaux d'urgence par le gouvernement nigérien et le projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain PGRCDU ont déjà démarré. La première phase des travaux exécutés par l'Office national des aménagements hydro-agricoles ONAHA va se baser sur la réhabilitation de l'ensemble des digues, des aménagements hydro-agricoles pour une enveloppe financière de 700 millions de francs CFA. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour suivre le développement de toutes ces rubriques. À tout de suite. Agri-Challenge. Pays à vocation agricole, le Niger regorge d'énormes potentialités dans le secteur agricole. L'agriculture occupe près de 80% de la population rurale active et joue un rôle majeur dans l'économie du pays. Avec une superficie de 1 267 000 km², le Niger, grande terre agricole, est l'un des pays importateurs par excellence des produits agroalimentaires. Le Niger importe en termes d'importation, l'huile arrive en premier en termes de valeur monétaire, suivi par les produits bien sûr agroalimentaires, suivis par le lait et le riz et d'autres produits aussi. On peut dire qu'il y a un paradoxe, sur certains produits. Mais en réalité, ça se justifie aussi. L'importation de certains produits agroalimentaires se justifie par la concurrence et aussi par l'insuffisance de la production locale. Pour réduire le taux d'importation, des stratégies doivent être mises en place, accompagnées d'une volonté politique. Cette volonté s'est d'ailleurs traduite par l'objectif zéro importation du riz d'ici 2023. Ceci permettra d'éliminer les frais d'importation du riz. En 2019, le Niger a importé 526 000 tonnes de riz. Quand on prend l'huile, le Niger produit de l'huile à travers certaines cultures, certains produits comme en grande partie l'arachide. Le Niger était un très grand bassin arachidier et à un certain moment des grosses industries qui existaient au Niger, qui exportaient même de l'huile d'arachide. Mais entre-temps, vous avez des nouvelles huiles qui ont apparu, sur toutes les huiles végétales et des nouveaux pays, des pays émergents, surtout les pays asiatiques qui ont investi énormément dans les huiles végétales et qui ont entre-temps concurrencé notre huile. Et c'est ce qui a fait que l'huile d'arachide a connu un certain déclin. Le deuxième produit, le lait. Le Niger est un pays d'élevage. Mais le potentiel de production du lait nigérien est concentré sur une période pas assez grande. Parce qu'il y a une très grande production de lait aux périodes où le fourrage naturel existe. Mais passé cette période-là, le Niger traverse des périodes importantes où une bonne partie des animaux vont
en transhumance. Et en plus de ça, les parcours, le potentiel qui permet aux animaux de produire du lait, le potentiel diminue et du coup, la production du lait local, elle diminue. Le troisième produit, c'est le riz. Le Niger est un producteur de riz, mais même en termes de tonnage, la production locale, certainement que ça ne va pas satisfaire les besoins parce qu'entre-temps, les habitudes alimentaires des Nigériens ont changé. De l'autre côté, c'est que la quantité produite, elle n'était pas suffisante, mais elle est concurrencée par des grands pays, des pays qui produisent à des coûts peut-être plus bas. Pour réduire le taux d'importation, des stratégies doivent être mises en place, accompagnées d'une volonté politique. Cette volonté s'est d'ailleurs traduite par l'objectif zéro importation du riz d'ici 2023. Ceci permettra d'éliminer les frais d'importation du riz. En 2019, le Niger a importé 526 000 tonnes de riz. Le Niger est un pays d'agriculture et c'est une évidence. Mais maintenant, comment croire en cette assertion-là pour dire que je ne veux plus importer? Et je me rappelle encore il y a une année ou 2 ans de cela, quand le président sortant disait en 2023, il n'y aura plus importation du riz au Niger. Mais il y a plus de sceptiques que de ceux qui croient que c'est vrai, que c'est possible. Mais où sont tous ces producteurs nigériens? Où sont tous ces intellectuels nigériens qui sont nés parce que leurs parents étaient des riziculteurs? Ce n'est pas parce qu'ils sont quelque part qu'ils ne peuvent pas revenir faire la production du riz du Niger. Mais nous-mêmes, on a tout pour être vendeurs de riz. La volonté politique y est. Et c'est maintenant la volonté individuelle. L'engagement des individus à accompagner l'État, à confirmer ce qu'il a affirmé. Aujourd'hui, nous faisons partie des acteurs qui pensent qu'il faut que ça soit. Et c'est pourquoi on travaille sur la campagne Consommons nigérien. Le riz du Niger est un riz particulier. C'est un riz dont tu es sûr de ses vertus. Et puis tu es sûr de quelle économie tu as fait avancer. Aujourd'hui, le riz du Niger est capable de te dire, dans ce sac qui est devant, qui est chez toi, c'est le riz de quelle ferme. Mais qu'est-ce qu'on veut de plus? Si tu peux connaître la qualité même du sol, du riz qui est dans ton assiette. Ainsi, pour améliorer l'environnement de la production et réduire les importations, le réseau des chambres d'agriculture du Niger procède à des sensibilisations sur la qualité des produits locaux. On est convaincu qu'il y a de la matière, on est convaincu qu'il est très bien possible de renverser, en tout cas de diminuer, en tout cas considérablement, la balance d'importation des produits importés. En fait, il y a un choix. Il y a un choix qui fait que les consommateurs, ils préfèrent. C'est dû à la bourse, c'est dû à notre système alimentaire aussi. Parce que quand on regarde aussi le système alimentaire nigérien, je ne dirais pas qu'il y a une habitude alimentaire. Mais les gens, chacun est dans le processus de sécurité alimentaire personnelle. Il mange ce que sa bourse lui donne, quoi. L'importation de ces 3 produits de base peut se justifier par la mise en œuvre de la stratégie industrielle basée sur l'importation de matières premières à bas prix qui a été favorisée par les politiques commerciales libérales et qui ont été conduites en Afrique de l'Ouest depuis le début des années 2000. L'environnement en est en grande partie. Quand on est un pays sahélien. Quand on prend l'ensemble, en tout cas tous les principaux produits qu'on a listés, vous avez des produits qui ont cet avantage environnemental. Quand vous prenez les pays d'Asie, c'est des pays qui sont très arrosés. La Thaïlande, l'Inde, la partie de l'Inde, la Chine, la partie de la Chine où les grandes productions de riz se font, c'est des pays on les appelle des pays de moisson. Donc vous avez des coûts de production, il n'y a pas, c'est pratiquement naturellement la pluie naturelle qui fait en sorte qu'ils produisent. Donc peut-être que le coût de production leur revient en francs CFA à 5 000 francs. Ça veut dire qu'ils peuvent se prendre, ils peuvent transporter le sac à 2 000 francs et puis venir vendre à 10 000 francs ou à 20 000 francs.
Et quand on prend aussi les autres produits, effectivement, c'est fait que c'est l'environnement nigérien fait que nos parcours ne sont pas très... les conditions naturelles ne sont pas très favorables. En plus de ça, il y a le niveau d'industrialisation aussi du pays, le niveau d'industrialisation qui est lié certainement à l'énergie. Mais l'autre aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est effectivement cette question la question d'habitude alimentaire. Vous avez dans certains pays des catégories de producteurs, par exemple, qui préfèrent des produits bio, qu'on appelle des produits sur lesquels il n'y a pas d'application, ou des produits qui ont un délai de production d'une semaine ou d'une journée, qui ne veulent plus consommer. Mais dans l'environnement nigérien, ça n'existait pas. Face aux produits fabriqués localement, il faut ajouter la réduction des tarifs douaniers très favorables aux importations. Celle-ci est justifiée à la fois par les négociations à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et par la volonté des gouvernements à privilégier l'accès des consommateurs aux produits de base à bas prix. Et j'ai toujours vu les Nigériens résister face au prix. Souvent, ils ne viennent même pas demander. Ils décident que c'est cher. Moi, je pense que ce qu'on aime n'a pas de prix. Et il faut que les gens se disent, le sac de riz produit au Niger, qui coûte 22 000 ou 24 000 ou 25 000, il y a quand même des Nigériens qui achètent le riz de 1 kilo, même fait 3 000. Mais simplement parce qu'on a dit qu'ils viennent des États-Unis ou ils viennent d'ailleurs, les gens trouvent que c'est bon. Mais tu sais là où ça a été fait? Il faut que les décideurs et au niveau institutionnel, que les achats se fassent. S'il y a un don de riz à faire, si c'est le riz du Niger qu'on lève, pourquoi toi tu ne vas pas laisser ce que tu es en train de faire aller produire du riz? Tous les dons que j'ai vus pendant le mois de carême, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a dit moi je veux acheter l'huile des femmes pour faire don. Mais c'est l'huile importée que j'ai vue, les gens, parce que c'est une question de prix que les gens regardent. Mais on ne regarde pas l'impact sur la santé. Ces produits qu'on importe, qui sont de grande consommation, et malheureusement on peut les faire parce que nous sommes producteurs de blé. Et non seulement nous sommes producteurs de blé, nous avons aussi une industrie de transformation du blé, mais qui a fermé ses portes à cause de la concurrence. Je ne peux pas dire déloyale, mais à cause de la concurrence. Même les simples céréales que nous produisons, on continue toujours d'importer parce qu'on croit par ailleurs que nous n'avons pas de capacité de produire. Pourtant, aujourd'hui, avec l'effectivité des 3 N, on a vu que le Niger peut changer. On a quand même vu que le Niger peut produire et jusqu'à transformer, jusqu'à exporter même. Donc, si aujourd'hui on produit assez de sésame pour exporter ou les autres céréales qui sont demandées à l'exportation, c'est que nous aussi, on peut se concentrer pour produire ce que nous mangeons. Et aujourd'hui, on peut relancer cette production. On peut relancer des unités de transformation de l'huile d'arachide pour faire du Niger quand même un géant en termes de production de l'huile d'arachide. Et je ne comprends pas non plus comment les gens s'évertuent à acheter ce qui les tue. Tu ne connais même pas cette huile-là qu'on nous envoie. C'est des millions de litres d'huile que le Niger importe, dont l'origine est douteuse. Simplement, on croit à ce qui est écrit sur les bidons. Tu ne peux même pas, tu n'as aucun moyen de vérifier. Et on continue parce qu'on considère que c'est moins cher. Dans un pays à forte potentialité agricole où la population s'accroît, il est impératif de mettre en œuvre des stratégies favorisant la production locale, surtout en ce qui concerne les produits de base. Le Niger regorge des talents à valoriser et à soutenir afin d'accroître la production locale. Agri-Challenge. Au Niger, l'année 2020 a été marquée par une crue exceptionnelle des eaux. Le fleuve Niger, la rivière Komando-Yobe et autres. Dans la région de Niamey, ces inondations ont provoqué des catastrophes à grande échelle, touchant presque la totalité de la population riveraine. Les membres de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, située sur la rive droite du fleuve Niger, à l'instar de tous les riverains, n'ont pas échappé à cette situation.
on a fait des estimations qu'on a introduites au niveau de l'État, au niveau des partenaires. L'affectation, on se dit même qu'elle est inestimable parce que même moralement et physiquement, ça a été trop catastrophique. Trop catastrophique. Parce qu'il n'y avait rien qui restait. Ni les productions, ni les zones de production, ni les maisons, il n'y a rien. Les animaux, rien du tout. Nous avons fait des estimations au niveau national de 5 milliards et demi, par exemple, pour la Fédération des maraîchers. Sur toute l'étendue du Niger. C'était du jamais vu. Bon, la reprise a été faite lentement, mais bon, on est en train d'aller sûrement. Quelques mois après les inondations qui ont détruit certaines habitations et des sites d'exploitation agricole des riverains, l'état des lieux reste en délabrement. C'est conscient de ce défi que le gouvernement du Niger, le projet de gestion des risques des catastrophes et de développement urbain PGRCDU, sur le financement de la Banque mondiale, ont mis en place un mécanisme en vue de démarrer rapidement les travaux d'urgence. Financés à hauteur de 700 millions de francs CFA, les travaux portent sur les aménagements hydro-agricoles et le colmatage global des brèches sur l'ensemble des digues. Au niveau de ces travaux d'urgence, ça concerne pratiquement 9 ouvrages, dont 5 sont dans la région de Niamey et 4 dans la région de Tillabéri. Donc la digue de la Mordée constitue en fait une partie des travaux d'urgence que le projet devait faire dans le cadre du MRI 2020. Et comme vous le savez, cette digue-là, elle est longue d'à peu près 6 km. Donc principalement au niveau de la Mordée, il s'agit effectivement non seulement de colmater les brèches, mais aussi de rehausser la digue. Parce que vous savez que avec les dernières inondations, pratiquement, le projet a eu à intervenir sur des digues comme la Mordée en 2012, où la côte, c'est-à-dire que la hauteur de l'eau était calée à 612 cm, c'est-à-dire 6,12 mètres. En 2012, le projet a procédé à une réhabilitation au niveau de la digue et la hauteur a été calée à 670 cm. Donc, avec les inondations de 2020, pratiquement, les eaux sont parties au-delà de la cote 700. Donc c'est ça qui est un peu à l'origine des dégâts que vous avez sur la digue. Ces travaux seront exécutés par l'Office national des aménagements hydro-agricoles ONAHA dans un délai de 3 mois. Au total, 9 sites des régions de Niamey et de Tillabéri sont concernés par cette première phase de réhabilitation. Les travaux de construction de la digue avancent normalement. Nous avons enregistré près de 24 périmètres qui ont été impactés, dont 17 nécessitent une intervention d'urgence. Donc parmi les 17 là, justement au cours de cette année, il y a eu une priorisation avec le PGRCDU et qui a accepté à travers ce mécanisme de riposte immédiate de financer les travaux de 7 sites, dont 7 périmètres irrigués et 2 sites des infrastructures communautaires. Dans le cadre de ces travaux d'urgence, qui touchent 9 sites, la digue de la Mordée fait partie, en tout cas, des travaux les plus urgents et les plus importants à réaliser, et dans un délai très bref. Vous avez vu, on a commencé les travaux, on peut dire, en deuxième quinzaine de mai. Et déjà, pour un délai de 3 mois, ça veut dire qu'on va aller jusqu'au 15 août. Ça veut dire qu'il faut vraiment, malgré les difficultés, faire en sorte que les travaux soient réalisés et terminés avant cette date-là, qui s'annonce très pluvieuse d'après les spécialistes. D'une longueur de 6000 mètres linéaires, la digue de la Mordée, qui s'étend du premier au second pont sur le fleuve, a déjà été réhabilitée entre 2017 et 2018 par le projet de gestion des risques des catastrophes et de développement urbain.
Cette nouvelle digue sera bâtie sur une hauteur de 7,50 mètres. Il est prévu de rehausser la digue. Parce que même le calage de la hauteur de la digue à 670 cm, là, c'est vraiment en tenant compte des crues exceptionnelles centenaires. C'est-à-dire qu'on n'a pas observé les 100 dernières années que la côte a été élevée de 612 cm à 670. Mais il faut dire aussi qu'il y a une étude globale, une étude générale, en dehors de ces travaux d'urgence, une étude générale qui est prévue sur l'ensemble des digues, de la zone pratiquement de la région de Tillabéri jusqu'à Dosso, pour prendre en compte tout ce que nous avons rencontré comme problème, et notamment par rapport à ces digues-là, en prenant en compte donc notamment certainement la hauteur des digues, pour permettre, et même la consistance des travaux. Parce que certainement, c'est des digues qui ont été conçues à un moment donné, avec une certaine capacité des eaux. Actuellement, ces capacités sont dépassées, et donc il va falloir repenser la question. Et dans ce cas-là, il y a une étude qui est prévue par le projet pour pouvoir réaliser des digues de grande envergure et qui certainement pourraient résister aux grandes intempéries qui pourraient intervenir. Compte tenu de la période de réhabilitation des travaux, les acteurs impliqués feront face à plusieurs défis dans la construction de la digue. Ils entendent une grande responsabilité de la part de la population nigérienne et riveraine en particulier. Il y a les comportements sociaux des riverains et c'est très important. Vous avez vu sur la digue, vous avez le passage des animaux, vous avez le passage des camions, vous avez le passage des charrettes, etc., etc. Ce qui n'est pas le cas, hein. C'est pas prévu pour ça. Voilà. Et bon, malheureusement, on est confronté à ce genre de situation. Vous avez même vu, juste à l'entrée de l'université, là où vous avez des pirogues, là, qui stationnent, les pirogues où vous avez les courges, là, qui transportent les courges, là. Même le fait de s'adosser à la digue, ça fait une zone de moins de résistance, parce que les dalettes et autres, là, peuvent être entamées, et ça occasionne l'infiltration de l'eau. Avant tout, les travaux, c'est fait pour eux. Donc, ils doivent adopter des comportements pour permettre d'assurer une certaine viabilité de ces infrastructures-là. Au besoin, pourquoi pas, ça se fait dans d'autres pays, c'est leur intérêt, et établir, donc mettre en place des brigades de surveillance de jeunes autour des digues, parce qu'il y a toujours quand même des individus mal intentionnés qui sont là et qui sont prêts à faire ce genre de vandalisme. Les populations, elles sont disposées à exercer une surveillance constante sur la digue pour la protéger, surtout contre certains, je dirais, aventuriers qui viennent des jeunes qui viennent des autres villages et quartiers de Niamey, profitant de cette période de chaleur là pour vouloir venir un peu se mettre dans le lit du fleuve pour soi-disant se reposer. Mais ce n'est pas ça en tant que tel qui est le mal. Le problème qui se pose, c'est qu'ils viennent avec des gros engins et comme vous connaissez la jeunesse, quand ils sont sur leur moto ou leurs gros engins, ils détruisent, ils mettent à mal la digue. Donc contre ça, vraiment, nous allons nous organiser pour que l'impact de ce qu'ils vont faire par rapport à la digue ne puisse pas trop nuire à la digue. Voilà, au niveau de la Fédération des maraîchers, comme je dis, nous faisons le suivi tous les jours avec nos producteurs. Et nous sensibilisons les gens pour qu'ils s'approprient, c'est leur ouvrage et c'est leur rôle. C'est pour eux qu'on fait ça. Donc c'est ça que nous sommes en train. Nous faisons des réunions, des rencontres pour sensibiliser. Et puis, voilà. Pour l'Office national des aménagements hydro-agricoles, la réhabilitation de la digue pourrait éviter le pire aux populations riveraines. Je dois préciser que c'est une première phase. Ces travaux-là doivent être poursuivis pour conforter cette digue en l'élargissant, en rehaussant la digue elle-même et pour qu'elle soit beaucoup plus stable et qu'elle soit en mesure de contenir les eaux d'inondation. Ce que nous pensons qu'il faut qu'on fasse une intervention définitive. Même si en termes d'irrigation, comme on dit, il n'y a pas de risque zéro.
Mais nous pensons qu'il faut faire quand même ce qu'il faut faire pour essayer, en tout cas, de contenir les différentes crues qui deviennent de plus en plus importantes et élevées par rapport à toutes les côtes que nous connaissons auparavant. Les habitants de la rive droite apprécient déjà cette initiative qui vient à point nommé car la saison pluvieuse s'annonce. Ils promettent veiller à la pérennisation de la digue. L'ensablement du fleuve a fait en sorte que la digue a cédé, ce qui a provoqué le retour du fleuve dans son lit. Cette situation a marqué tous les riverains. Mais maintenant, si on ne prend pas des mesures de précaution, cela va se répéter. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de renforcer la digue, mais aussi de désensabler le fleuve pour faciliter le ruissellement de l'eau. Nous apprécions vraiment cette initiative et ce qui nous a vraiment impressionné, c'est la visite du nouveau président de la République sur le site. Cet ouvrage a un objet essentiel, c'est de protéger les producteurs qui sont en amont de l'ouvrage, mais aussi de protéger le village des inondations. Donc c'est ça l'objet de l'ouvrage qui est en train d'être réalisé. Et si vraiment c'est réalisé à bon terme et que c'est suffisamment solide, nous pensons que nous considérons que nous pouvons être à l'abri des inondations récurrentes que nous subissons depuis pratiquement de 2010 à aujourd'hui. Cette digue-là, tous les quartiers que vous prenez, à part Nongar village, le quartier Lamorde, vous avez les quartiers Karagé, vous avez Kirkisoy, vous avez jusqu'à Saga, qui sont tributaires pratiquement de cette digue. Dès qu'elle cède, tous ceux qui sont dans l'environnement immédiat de la digue, vraiment sont en mauvaise posture. On voulait être impliqué, partie prenante de la chose, parce que c'est chez nous, un ouvrage, quand on le fait comme ça, il faut que ça soit avec nous. C'est pour nous, mais avec nous. Donc ça, c'est en train d'être fait. Un programme de réhabilitation globale des aménagements sera réalisé après celui des travaux d'urgence. Celui-ci concernera 24 aménagements dans les régions de Tillabéri, Niamey et Dosso pour une enveloppe de 8,5 milliards de francs CFA financée par le PGRCDU. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez bien apprécié ce numéro d'Agri-Challenge. Pour tout renseignement, contactez-nous sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans. Pour ceux qui sont à Niamey et ses environs, écoutez également la radio Challenge FM sur la 96.6 MHz, la radio des entrepreneurs et du Niger qui avance. Merci d'avoir suivi Agri-Challenge. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie.